Lors du pique-nique familial, ma sœur a cogné son verre de champagne et a dit, à celle qui se pointe toujours, fauchée, désespérée et qui essaie encore de se rendre utile. Mes parents ont éclaté de rire. J'ai levé mon verre en plastique et j'ai dit, à la femme désespérée dont je viens de fermer le compte qui payait ton loyer depuis 2 ans. Le silence après ce toast était magnifique. Et puis ils ont découvert la suite. Je m'appelle Isée. J'ai 30 ans, et pendant une décennie, j'ai été moins une fille qu'un distributeur automatique de billets doté d'une conscience anxieuse. Le genre de distributeur qui ne dit jamais « fonds insuffisant », même quand la machine est vide, même quand il faut racler les fonds de tiroir pour sortir le moindre billet. Je suis celle qui s'excuse quand la carte est refusée, alors qu'elle n'aurait jamais dû être utilisée en premier lieu. Avant de vous raconter comment j'ai fait imploser ma propre famille avec un simple toast et 3 dossiers en carton, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure est-il chez vous? Est-ce le matin, l'heure du café, ou le milieu de la nuit? J'ai hâte de vous lire. Pour comprendre la violence de ce pique-nique, il faut comprendre ma vie d'avant. Au moment des faits, je travaillais 70 heures par semaine en tant qu'auditrice financière senior à la Défense. Un titre ronflant, n'est-ce pas? Mes parents, Baudouin et Sidonie, décrivaient vaguement mon métier à leurs amis comme « un truc avec des ordinateurs et des chiffres ». Ils ne m'ont jamais demandé ce que je faisais réellement. Ils savaient juste que les chèques étaient encaissés, que les virements arrivaient à date fixe, et d'une manière ou d'une autre, c'était la seule partie de mon existence qui comptait à leurs yeux. Je me souviens de ce mardi soir, 3 jours avant le fameux pique-nique. J'étais encore au bureau, il était 21 heures passées. Les lumières de Paris scintillaient à travers la baie vitrée du 30e étage. Je vérifiais des colonnes de chiffres pour une multinationale, traquant des pertes de plusieurs millions d'euros. J'étais douée pour ça. Trouver les failles. Trouver les fuites. C'était ironique, quand on y pense. J'étais l'experte pour colmater les brèches financières des autres, mais ma propre vie était une hémorragie constante. Mon téléphone a vibré sur le bureau en acajou. Une notification de ma banque. 1850 €, virement permanent, loyer Olympe. J'ai fixé l'écran. C'était le loyer de ma sœur aînée. Olympe. 33 ans. Influenceuse lifestyle, autoproclamée, bien que ses revenus réels ne couvrent même pas ses factures de Starbucks. Elle vivait dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement que je payais, parce que, selon ma mère, Olympe a besoin d'un cadre inspirant pour percer. 5 secondes plus tard, une autre notification. 1200 €, échéance préparant. En l'espace d'une minute, plus de 3000 € venaient de quitter mon compte. Il me restait, pour finir le mois, exactement 42,50 €. J'ai ouvert mon sac à main pour sortir mon dîner, un sandwich triangle de chez Lidl, acheté en promotion car la date de péremption était le jour même. Le pain était un peu sec, la mayonnaise avait tourné, mais c'était ce que je pouvais me permettre. Je mangeais mon sandwich rassis dans une tour de verre, finançant le champagne de ma sœur et la retraite dorée de mes parents. Puis, le message de ma mère est arrivé. Pas de « bonjour ma chérie », pas de « comment vas-tu ». Juste une exigence, brute, directe. N'oublie pas le pique-nique annuel au parc de Sceaux samedi. Olympe a dit qu'elle aurait envie de foie gras et de ce bon sauterne que tu avais apporté à Noël. Fais un effort sur ta tenue cette fois, Isée. La dernière fois, tu avais l'air d'une souillon à côté de ta sœur. J'ai relu le message. Souillon. Je portais un tailleur pantalon à 300 € ce jour-là, mais il n'était pas de la bonne marque. J'ai regardé mon sandwich entamé. J'ai regardé les gratte-ciel. Et j'ai senti une boule se former dans ma gorge. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la fatigue. Une fatigue ancienne, lourde, géologique. J'ai répondu, je serai là. C'est tout ce que je savais dire. Je serai là. Je vais payer. Je m'en occupe. Le soir même, en rentrant chez moi un studio de 20 mètres carrés en banlieue, humide et mal isolé, car c'était tout ce que je pouvais m'offrir après avoir payé pour eux, j'ai croisé mon reflet dans la vitre du RER. J'avais des cernes violets sous les yeux. J'avais l'air d'avoir 10 ans de plus que mon âge. À côté de moi, une publicité montrait une femme radieuse sur une plage,
avec le slogan « Prenez le contrôle de votre vie ». J'ai ri. Un rire bref, sans joie. Si seulement il savait. Si seulement je savais que dans 72 heures, je ne prendrais pas seulement le contrôle. J'allais appuyer sur le bouton « Supprimer ». J'appréhendais déjà ce pique-nique. Je savais comment ça allait se passer. Olympe arriverait comme une reine, Gaspard, son petit ami, artiste incompris, comprenez, chômeur volontaire, porterait son sac. Mes parents les applaudiraient. Et moi? Je serais l'invisible. L'utile. La bête de somme. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce samedi-là, le soleil ne serait pas la seule chose brûlante au parc. Ma patience avait atteint son point de fusion. Et quand le métal fond, il coule, et il brûle tout sur son passage. Le samedi matin, le ciel était d'un bleu insolent. Le genre de journée faite pour les familles heureuses des publicités pour céréales. Pour moi, c'était le début d'un parcours du combattant. J'avais passé la nuit précédente à cuisiner. Quiche Lorraine maison, salade de lentilles aux herbes fraîches, cake aux olives. J'avais dû choisir des ingrédients, marque repère, au supermarché, calculant chaque centime pour ne pas dépasser mon découvert autorisé. J'avais tout emballé soigneusement dans des boîtes en plastique, puis dans un grand sac de courses réutilisable un peu usé. Je n'avais pas les moyens de prendre un Uber. Olympe, elle, avait mon code Uber entreprise, une erreur que je n'avais jamais corrigée par l'acheter. J'ai donc pris le RER B. Comme par hasard, il y avait un incident technique à Denfert-Rochereau. Le train était bondé, la climatisation en panne. J'étais debout, coincé entre un homme qui sentait le tabac froid et une touriste avec une valise énorme qui m'écrasait le pied à chaque virage. La sueur coulait dans mon dos. Je protégeais mon sac de nourriture comme un trésor, priant pour que la quiche ne finisse pas en purée. Quand je suis enfin arrivé au parc de Sceaux, j'étais en nage. Mes cheveux, que j'avais essayé de coiffer, collaient à mes tempes. Mon chemisier bon marché était froissé. Je me sentais sale. Et puis, je les ai vus. C'était comme regarder une scène de film. Ils étaient installés sur la grande pelouse, près du château. Ma sœur, Olympe, était rayonnante. Elle portait une robe d'été en lin blanc qui devait coûter plus cher que mon loyer. Elle était assise sur une nappe Hermès, un cadeau que je lui avais fait pour ses 30 ans. À côté d'elle, une glacière design vintage, crème et dorée. Gaspard, son copain, portait des lunettes de soleil aviateur et versait du vin. Pas n'importe quel vin. Une bouteille de Château Margaux. Je me suis figée. J'ai reconnu l'étiquette. C'était une bouteille de la cave de mon grand-père, que je gardais précieusement pour une occasion spéciale. Olympe avait dû passer chez moi avec son double des clés et se servir. Ma mère, Sidonie, m'a aperçue. Elle n'a pas souri. Elle a fait un petit geste de la main, un mouvement vague et dédaigneux, comme si elle chassait une mouche. « Ah, te voilà enfin », a-t-elle dit quand je suis arrivé à leur hauteur, essoufflée. On commençait à mourir de faim. « Tu as pris le RER ? C'est pour ça que tu es dans cet état ? » Mon père, Baudouin, a levé les yeux de son journal. Il m'a scanné de haut en bas, son regard s'arrêtant sur mon sac de courses en plastique usé posé sur l'herbe impeccable. « Tu aurais pu faire un effort, Isée, a-t-il grommelé. Regarde ta sœur. Elle a de la classe, elle. Toi, on dirait que tu reviens du marché aux puces. J'ai avalé ma salive. J'ai voulu dire, ce tailleur est froissé parce que j'ai passé 2 heures dans les transports en commun pour économiser les 30 € du beurre que j'ai payé pour Olympe ce matin. Mais je n'ai rien dit. Comme d'habitude. J'ai sorti mes boîtes en plastique. Olympe a pouffé de rire en voyant la quiche. Oh, c'est rustique, a-t-elle commenté en minaudant. Heureusement, Gaspard et moi avons apporté des macarons de chez La Durée. Gaspard a souri, un sourire suffisant, en croquant dans un macaron pistache. Il ne travaillait pas depuis 3 ans, se disant en phase de recherche créative. C'est moi qui payais son abonnement Netflix, son forfait mobile, et indirectement, ses macarons, puisque l'argent de poche d'Olympe venait de mon compte. Tante Armelle, la sœur de ma mère, était là aussi. C'est la langue de vipère de la famille. Elle m'a regardé avec cette fausse pitié insupportable. Toujours célibataire, Isée,
a-t-elle demandé assez fort pour que les voisins de nappe entendent. C'est dommage. À ton âge, les ovules commencent à vieillir. Regarde Olympe et Gaspard, quel beau couple. L'amour, c'est quand même plus important que ce que tu fais. C'est quoi déjà? Comptable? Auditrice financière, ai-je corrigé doucement. C'est pareil, a tranché ma mère. C'est ennuyeux. Olympe, raconte-nous encore ton projet de voyage à Bali. Et pendant l'heure qui a suivi, j'ai disparu. Je suis devenue un meuble. J'ai mangé ma quiche froide en silence, écoutant Olympe décrire la villa avec piscine privée qu'elle avait repérée à Ubud. Ça va être magique, disait-elle. J'ai besoin de me reconnecter avec mon chakra sacré. Le stress de la vie parisienne est trop intense. Quel stress? Le stress de choisir quelle tenue acheter avec ma carte bleue? Je me sentais petite. Je me sentais sale. Je me sentais utilisée. J'ai sorti mon téléphone sous la table. J'ai ouvert mon application bancaire. Le solde clignotait en rouge. J'ai regardé ma famille. Ils riaient. Ils étaient beaux, bronzés, détendus. Et ils l'étaient sur mon dos. J'étais l'échafaudage invisible qui tenait leur façade de luxe. Et soudain, quelque chose a changé. Ce n'était pas de la colère. C'était plus froid que ça. C'était de la clarté. Comme si quelqu'un venait d'allumer la lumière dans une pièce sombre et que je voyais enfin le désordre. Olympe a décidé que c'était le moment de porter un toast. Elle adorait être le centre de l'attention. Elle a pris sa coupe de cristal, une coupe qu'elle avait aussi empruntée chez moi, et a tapoté dessus avec une cuillère en argent. Tout le monde, écoutez-moi. Le parc s'est tu. Mes parents la regardaient avec adoration. Gaspard avait l'air fier. Olympe s'est levée, magnifique dans sa robe blanche, et a tourné ses yeux de chat vers moi. Olympe a levé son verre, un sourire carnassier aux lèvres. Le soleil jouait dans ses cheveux blonds parfaitement coiffés, créant une auréole ironique autour de sa tête. Je voudrais porter un toast, a-t-elle commencé, sa voix suave portant loin. À ma petite sœur, Isée. Tout le monde m'a regardé. Pour une seconde, une seule seconde stupide et naïve, j'ai cru qu'elle allait me remercier. J'ai cru qu'elle allait dire « Merci de rendre tout cela possible ». À celle qui est toujours là, a continué Olympe, marquant une pause théâtrale. Toujours présente, mais toujours fauchée. Toujours déprimante. Celle qui s'habille comme une bibliothécaire soviétique et qui compte chaque centime comme un harpagon en jupe. Des rires. Des rires francs et cruels. Mon père a éclaté de rire en tapant sur sa cuisse. Ma mère a gloussé en mettant sa main devant sa bouche. Même tante Armelle a ricané. Olympe, encouragée par son public, a continué, jubilant. Sérieusement, Isée. Regarde-toi. Tu as 30 ans et tu apportes des chips premier prix à un pique-nique. Tu es désespérée. Tu essaies tellement fort d'être importante, mais tu restes, toi. Allez, santé à notre petit vilain petit canard qui ne deviendra jamais un cygne. Ils ont levé leur verre. Ils ont bu. Ils ont ri de moi, devant moi, avec mon vin, sur ma nappe, nourri par mon argent. Le temps s'est arrêté. J'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. Boum. 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 J'ai repensé au virement de 600 € que j'avais fait la veille pour qu'Olympe puisse refaire ses mèches chez le coiffeur. J'ai repensé aux 3400 € que j'avais envoyés à mes parents le mois dernier pour éviter la saisie de leur maison. J'ai repensé aux innombrables fois où j'avais mangé des pâtes sans beurre pour qu'ils puissent manger du steak. Fauché. Désespéré. Jamais un signe. Je n'ai pas pleuré. Les larmes, c'est pour ceux qui ont encore de l'espoir. Moi, je venais de perdre le mien. Et à la place, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus puissant, le pouvoir. J'ai sorti mon téléphone, posé bien à plat sur la nappe. Mes doigts ne tremblaient pas. J'ai ouvert l'application de ma banque. J'ai accédé à la section « Virement programmé ». Loyer Olympe, supprimé. Confirmé? Oui. Prêt immobilier par an, supprimé. Confirmé? Oui. Argent de poche Olympe, supprimé. Confirmé? Oui. Facture Gaspard, supprimé.
Confirmé? Oui. Carte de crédit secondaire, détenue par maman, bloquée. Cela m'a pris 10 secondes. 10 secondes pour démanteler 10 ans de servitude financière. Puis, j'ai pris mon gobelet en plastique bon marché, rempli de soda tiède. Je me suis levée. Mes jambes étaient solides. Mon père était encore en train d'essuyer une larme de rire au coin de son œil. Je voudrais répondre à ce toast, ai-je dit. Ma voix était calme. Étrangement calme. Elle tranchait l'air comme une lame de rasoir. Le silence s'est installé, mais c'était un silence amusé. Il s'attendait à ce que je balbutie, que je m'excuse, ou que je fasse une blague autodérisoire pathétique. J'ai levé mon gobelet à la hauteur du cristal d'Olympe. À la femme désespérée, ai-je commencé, en la regardant droit dans les yeux. Qui vient, à l'instant précis, de fermer le compte bancaire qui payait ton loyer depuis 2 ans. Le sourire d'Olympe a vacillé. Juste un peu. J'ai tourné mon regard vers mes parents. Et à la fille Fauché, qui vient d'annuler le virement automatique pour votre prêt immobilier. Je me suis tourné vers Gaspard. Et à l'auditrice ennuyeuse, qui vient de couper ta ligne téléphonique et ton compte Netflix. Le silence qui a suivi n'était plus amusé. Il était magnifique. Il était absolu. On entendait le vent dans les feuilles. On entendait un chien aboyer au loin. Mais à notre table, c'était le néant. Le visage de ma mère est passé du rose au gris cendré. Olympe a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Elle ressemblait à un poisson rouge hors de l'eau. Mon père a lâché son verre. Il est tombé sur l'herbe, mais personne n'a bougé pour le ramasser. Je n'ai pas attendu leur réaction. J'ai bu une gorgée de mon soda tiède. J'ai posé le gobelet. J'ai pris mon sac à main. J'ai laissé la nourriture. J'ai laissé la nappe. J'ai laissé ma famille. Bonne journée, ai-je dit. Profitez bien du foie gras. C'est le dernier que je finance. Je me suis retournée et j'ai marché. Je n'ai pas couru. J'ai marché, le dos droit, vers la sortie du parc. Je sentais leur regard brûler mon dos, mais pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas petite. Je me sentais immense. Avant de passer à la suite et de voir comment l'enfer s'est déchaîné, je veux vous poser une question. Si vous étiez à ma place, à ce moment précis, auriez-vous fait demi-tour? Auriez-vous eu pitié d'eux en voyant leur visage décomposé? Dites-moi honnêtement dans les commentaires ce que vous auriez fait. C'était à 2. Je suis montée dans le RER. Cette fois, je me fichais de la chaleur. Je me fichais de l'odeur. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application Uber et j'ai changé le mot de passe. 3 minutes plus tard, une notification est apparue sur l'écran de mon père, qui essayait probablement de commander une voiture pour rentrer en catastrophe. Paiement refusé. La guerre venait de commencer. Les jours qui ont suivi le pique-nique ont été étranges. Je m'attendais à une explosion nucléaire immédiate. Des cris, des pleurs, des débarquements chez moi. Mais il n'y a eu que le silence. Un silence lourd, visqueux. Pendant 8 jours, mon téléphone est resté muet. Pas un appel de ma mère. Pas un texto d'insulte d'Olympe. Pas une menace de mon père. Au début, j'étais terrifiée. C'est le conditionnement de la victime, quand le bourreau est silencieux, on imagine le pire. On se demande s'ils préparent un coup tordu, s'ils sont morts, ou pire, s'ils nous ont vraiment abandonnés. Marceau, mon petit ami le seul être humain sain d'esprit dans ma vie m'a rassuré. Il joue la montre, Isée, m'a-t-il dit en me versant un verre de vin, payé avec son argent, pour une fois. Ils pensent que c'est une crise de nerfs passagère. Ils attendent que tu reviennes en rampant, le carnet de chèques entre les dents, pour t'excuser. Ne cède pas. J'ai écouté Marceau. Et pour la première fois, j'ai vécu. Le mardi suivant, jour de paie, mon salaire est arrivé. D'habitude, c'était le jour le plus stressant du mois. L'argent entrait et repartait aussitôt vers les sangsues. Mais ce mardi-là, le solde est resté positif. 4 200 €. Et il est resté là. Je suis allée au supermarché. Pas au Lidl cette fois. Je suis allée chez un boucher traiteur. J'ai regardé l'étalage. J'ai vu une belle entrecôte persillée.
Mon réflexe a été de regarder le prix et de penser « trop cher ». Puis, je me suis rappelé, je ne payais plus le loyer d'Olympe. J'ai acheté l'entrecôte. J'ai acheté du bon fromage. J'ai acheté une bouteille de vin. Ce soir-là, j'ai mangé seul dans mon petit studio. La viande était tendre, juteuse. Elle avait le goût de la liberté. J'ai pleuré en mangeant, mais c'était des larmes de soulagement. Je réalisais à quel point je m'étais affamée pour nourrir des gens qui me méprisaient. Mais le calme avant la tempête ne dure jamais éternellement. Le 8e jour, à 14 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Bonjour, ici Monsieur Leroux, le propriétaire de l'appartement rue de Passy. Je cherche Madame Olympe ou sa garante, c'est bien vous? Mon cœur a raté un battement. Oui, c'est moi. Écoutez, le loyer n'est pas passé ce mois-ci. Votre sœur ne répond pas. Le virement a été rejeté par la banque. J'aimerais savoir ce qu'il se passe avant de lancer la procédure contentieuse. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. Monsieur Leroux, ai-je dit d'une voix ferme. Je vous informe que je ne suis plus garante. J'ai envoyé le courrier recommandé de résiliation de cautionnement il y a 3 jours. Vous devriez le recevoir demain. Quant au loyer, je ne le paierai pas. Voyez cela directement avec la locataire. Mais, mademoiselle, sans garant, je vais devoir l'expulser. Elle n'a aucun revenu déclaré. Je sais, ai-je répondu. C'est malheureux. Bonne journée, monsieur. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient un peu, mais je me sentais légère. 5 minutes plus tard, l'écran de mon téléphone s'est allumé. Un message d'Olympe. Puis 2. Puis 10. T'es sérieuse? Le proprio vient de m'appeler. Il menace de me virer. Isée, arrête tes conneries. Ce n'est pas drôle. Gaspard est en pleine crise d'angoisse à cause de toi. On n'a plus Internet. Réponds. Tu es une égoïste. Tu veux me mettre à la rue? J'ai regardé les messages défiler. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre table. Et j'ai repris mon travail. Le silence était brisé. La guerre était déclarée. Quand le coupable ne peut plus vous contrôler, il essaie de contrôler la façon dont les autres vous voient. C'est la règle numéro 1 des familles toxiques. Et ma famille était experte en la matière. Puisque je ne répondais pas aux attaques directes d'Olympe, ils ont lâché les singes volants, ces alliés manipulés envoyés pour faire le sale boulot. Le premier a été mon oncle, le frère de mon père. Un homme que je voyais une fois par an à Noël. Il m'a envoyé un long email intitulé « Déception ». Isée, je ne pensais pas que tu étais capable d'une telle cruauté. Tes parents sont âgés. Ton père a des problèmes de cœur. Tu veux le tuer? L'argent ne fait pas le bonheur, mais la famille c'est sacré. Répare ça. J'ai failli rire. Mon père avait 58 ans et faisait du tennis 2 fois par semaine. Son cœur allait très bien, merci. Puis, tante Armelle a pris le relais. Elle a laissé un message vocal sur mon répondeur, la voix tremblante d'une fausse émotion théâtrale. Isée, ma chérie. Ta mère m'a appelée en pleurs. Elle dit que tu les as abandonnés. Que tu les laisses mourir de faim. Comment peux-tu dormir la nuit? Olympe est si fragile, tu sais qu'elle ne peut pas travailler avec son hypersensibilité. Tu es la forte, tu dois porter la famille. Rappelle ta mère. Hypersensibilité. C'était le nouveau mot à la mode pour dire « fainéantise narcissique ». Mais le coup de grâce est venu le lendemain matin. Mon père m'a appelé. J'ai laissé sonner, mais il a insisté. 4 fois. 5 fois. J'ai fini par décrocher, pensant qu'il y avait peut-être une vraie urgence. Allô? C'est ta mère, a haleté mon père. Il jouait bien, je dois l'admettre. Sa voix était paniquée. Elle a fait un malaise. Le stress, la banque a appelé ce matin pour la saisie de la maison. Elle est tombée dans les pommes. On attend l'ambulance. Isée, si tu ne vires pas les 3 400 € maintenant pour bloquer la procédure, je ne sais pas si elle va s'en remettre. Mon sang s'est glacé. C'était ma mère.
Même si elle était toxique, l'idée qu'elle soit allongée sur le carrelage, inanimée, m'a tordu les tripes. La culpabilité, cette vieille amie, a surgi, prête à m'étrangler. J'arrive, ai-je balbutié. Quel hôpital? Non, a crié mon père. Ne viens pas. Fais juste le virement. On n'a pas besoin de toi ici, on a besoin de l'argent pour la rassurer quand elle se réveillera. C'est la seule chose qui peut faire baisser sa tension. J'ai marqué une pause. C'est la seule chose qui peut faire baisser sa tension? De l'argent? J'ai regardé Marceau, qui était assis à côté de moi sur le canapé. Il a secoué la tête vigoureusement. Il a pris mon iPad et a ouvert l'application « Localisée ». Nous partagions tous nos positions dans la famille, pour la sécurité, en réalité pour qu'il puisse me surveiller. J'ai regardé le point bleu de ma mère. Elle n'était pas à l'hôpital. Elle n'était pas non plus à la maison en train d'attendre une ambulance. Elle était au centre commercial, par l'I2. Au rayon Hara. J'ai senti une rage froide monter en moi. Une rage si pure qu'elle en était presque apaisante. Papa, ai-je dit doucement. Tu dis que maman est inconsciente? Oui. Elle est blême. C'est étrange, ai-je répondu. Parce que son GPS indique qu'elle est actuellement dans la cabine d'essayage de Zara à 20 km de la maison. Est-ce que l'ambulance l'emmène faire du shopping pour la réanimer? Silence au bout du fil. Un silence lourd, épais. J'ai entendu un souffle, puis un bruit de fond, la musique d'ambiance d'un magasin. Et la voix de ma mère, lointaine mais distincte, Baudouin, demande lui aussi pour le sac, tant qu'à faire. Mon père avait oublié de couvrir le micro. Vous êtes pathétique, ai-je murmuré. Isée, attends, ce n'est pas ce que tu crois. A bafouillé mon père. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro de tante Armelle. J'ai bloqué mon oncle. Mais je n'ai pas bloqué mes parents, ni Olympe. Parce que j'avais un plan. Ils voulaient jouer? Ils voulaient mentir sur la santé? Très bien. J'allais leur donner une leçon d'anatomie qu'ils n'oublieraient jamais. Après l'échec de leur tentative d'extorsion médicale, ils ont changé de tactique. Ils sont passés à la phase « lune de miel ». C'est le cycle classique de l'abus, tension, agression, justification, puis lune de miel pour ramener la victime dans le filet. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de ma mère. Le ton était doux, presque repentant. Isée, ma chérie. Nous sommes désolés pour l'autre jour. Papa a paniqué. Nous sommes juste très stressés. Nous aimerions te voir. Juste un dîner, en famille. Pour discuter calmement. Maman a fait les lasagnes préférées. S'il te plaît. J'ai montré le message à Marceau. C'est un piège, a-t-il dit sans hésiter. Ils n'ont plus d'argent. Ils vont essayer de te faire signer quelque chose. Je sais, ai-je répondu en enfilant mon manteau. C'est pour ça que j'y vais. J'ai besoin de preuves. J'ai mis mon téléphone en mode enregistreur vocal et je l'ai glissé dans la poche avant de ma chemise, le micro tourné vers l'extérieur. Je suis arrivé chez mes parents à 19h30. La maison, cette grande bâtisse bourgeoise qu'ils ne pouvaient plus se payer, semblait menaçante dans la pénombre. Olympe était là, allongée sur le canapé, jouant la comédie de la dépression. Elle ne s'est pas levée pour me dire bonjour. Le dîner était surréaliste. Ma mère était mielleuse, me servant du vin, me complimentant sur ma coiffure, la même qu'au pique-nique, qu'elle avait critiqué. Mon père parlait de la météo. Personne ne parlait d'argent. C'était comme si le pique-nique n'avait jamais existé. Puis, au moment du fromage, l'attaque a commencé. Tu sais, Isée, a commencé mon père en coupant un morceau de brie. On a réfléchi. Tu as raison. On ne devrait pas dépendre de toi au mois le mois. C'est trop de pression pour toi. J'ai haussé un sourcil. Ah ben? Oui, a enchaîné ma mère. C'est pour ça qu'on a trouvé une solution définitive. Une solution qui te libérera. Elle a sorti une chemise cartonnée de sous la table. Elle l'a poussée vers moi. C'est un prêt de restructuration. Si tu te portes co-empruntrice avec nous, la banque rachète toutes nos dettes, y compris celles d'Olympe, et étale le tout sur 30 ans.
Les mensualités seront ridicules. Tu n'auras plus rien à payer, juste à mettre ta signature là, pour rassurer la banque avec ton CDI. J'ai ouvert le dossier. J'ai lu les petites lignes. Ce n'était pas juste un co-emprunt. C'était une hypothèque solidaire. Si je signais ça, je devenais responsable de la totalité de leur dette de 400 000 euros. S'ils ne payaient pas, et ils ne paieraient pas, la banque saisirait mes comptes, mon salaire, et mon avenir. Et Olympe, ai-je demandé. Elle signe aussi? Olympe a soupiré depuis le canapé. Tu sais bien que je n'ai pas de revenu fixe, Isée. Je ne peux pas signer. Mais je promets de contribuer dès que ma marque de bijoux décolle. Sa marque de bijoux. Elle achetait des pendentifs sur AliExpress à 2 € et essayait de les revendre 50 € sur Etsy. Elle en avait vendu 3 en 2 ans. Je dois aller aux toilettes, ai-je dit soudainement. Je réfléchis et je signe en revenant. Je me suis levée. J'ai laissé le dossier sur la table. Je suis allée dans le couloir, mais je ne suis pas entrée dans les toilettes. Je suis restée collée au mur, juste à côté de la porte de la salle à manger. Le silence a duré 2 secondes. Puis, les chuchotements ont commencé. Tu crois qu'elle va le faire? A demandé Olympe. Sa voix n'était plus déprimée du tout. Elle était excitée. Bien sûr, a ricané mon père. Elle a besoin de notre approbation. T'as vu comment elle a regardé quand j'ai dit qu'elle avait raison? C'est un petit toutou. Dès qu'elle signe, a chuchoté ma mère, on prend les 20 000 € de trésorerie supplémentaire du prêt pour réserver nos vacances aux Maldives. On l'a bien mérité avec tout ce stress. Et moi je pourrais enfin payer le dépôt de garantie pour le loft à Marais, a gloussé Olympe. Je ne peux plus supporter l'appartement de Passy, les ondes sont trop négatives. Chut, elle revient. J'ai senti une nausée violente. Ce n'était plus de la déception. C'était du dégoût pur. Il ne m'aimait pas. Il ne me respectait pas. J'étais du bétail. J'étais une vache à lait qu'on menait à l'abattoir en lui caressant le museau. Je suis retournée dans la salle à manger. J'ai touché ma poche. L'enregistrement tournait toujours. J'avais tout. Chaque mot. Chaque rire. Chaque plan sordide. Je me suis rassise. J'ai souri. Un vrai sourire, terrifiant. J'ai réfléchi, ai-je dit. Je ne vais pas signer ce soir. Les visages se sont décomposés. Mais... a commencé ma mère. Non, ai-je coupé. C'est une décision importante. Je veux faire les choses bien. Organisons un autre pique-nique. Samedi prochain. Au même endroit. J'apporterai ma réponse définitive. Et je vous promets, j'apporterai une solution pour chacun de vous. Ils ont échangé des regards avides. Ils ont cru que je voulais juste faire mon intéressante, que je voulais être suppliée un peu plus. D'accord, ma chérie, a dit ma mère en me caressant la main. Samedi. On compte sur toi. Je suis sortie de la maison. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Une fois à l'intérieur, j'ai arrêté l'enregistrement. J'ai sauvegardé le fichier sous le nom, la bombe nucléaire. Samedi, ils voulaient une solution? J'allais leur en donner une. La semaine qui a précédé le second pique-nique, je n'ai pas beaucoup dormi. Mais je n'étais pas fatiguée. J'étais dopée à l'adrénaline. Je me sentais comme le comte de Monte Cristo, mais en tailleur Chanel, que je m'étais enfin acheté avec mon propre argent. J'ai posé 2 jours de congé. Je ne les ai pas passés à me reposer. Je les ai passés à devenir une chasseuse de tête inversée. Mon objectif était simple, trouver des emplois. Mais pas n'importe quels emplois. Je cherchais des postes qui correspondaient exactement à leurs compétences réelles, et qui heurteraient violemment leur ego démesuré. C'était chirurgical. Pour Olympe, la diva, qui refusait de toucher une poignée de porte sans gel hydroalcoolique, j'ai contacté une agence d'intérim spécialisée dans le nettoyage industriel. Ils cherchaient d'urgence des agents d'entretien pour les gares RER. Horaires décalés, travail physique, contact avec la réalité crasseuse de Paris. J'ai rempli le dossier en son nom, mettant en avant sa disponibilité totale et son besoin urgent de liquidité. Pour Gaspard, l'artiste qui se levait à midi,
j'ai trouvé une place de manutentionnaire de nuit au marché de Rungis. Chargé des carcasses de viande et des caisses de poisson de 2 heures à 10 heures du matin. Parfait pour sa phase créative. Pour mon père, Baudouin, l'homme trop fier pour admettre qu'il était ruiné, j'ai trouvé un poste d'agent de sécurité statique dans un supermarché discount. Le genre de poste où l'on doit rester debout 8 heures à vérifier les sacs des dames âgées. J'ai utilisé mes anciens contacts pour garantir qu'il aurait un entretien immédiat, ardent de son expérience d'autorité naturelle. J'ai imprimé chaque offre d'emploi. J'ai imprimé les convocations aux entretiens que j'avais réussi à décrocher en leur nom pour le lundi matin suivant. Puis, je suis allé acheter 3 boîtes cadeaux magnifiques. Ruban de soie, papier glacé. À l'intérieur, j'ai placé les dossiers. J'ai ajouté un petit plus dans chaque boîte, un pass Navigo, carte de transport, rechargée pour 1 mois. Plus d'Uber. Plus de taxi. Bienvenue dans la vraie vie. Le vendredi soir, Marceau m'a regardé préparer les boîtes sur la table de mon salon. Tu sais qu'ils vont te haïr pour toujours, a-t-il demandé doucement. J'ai lissé un ruban rouge. Ils me haïssent déjà, Marceau. Ils aiment mon argent, pas moi. Une fois l'argent parti, il ne restera que la vérité. Je ne fais qu'accélérer le processus. J'ai transféré le fichier audio, la bombe nucléaire, sur mon téléphone et je l'ai synchronisé avec une petite enceinte Bluetooth très puissante que j'avais achetée. Tout était prêt. Le piège était tendu. Il s'attendait à un chèque, à une signature, à un sauvetage. Il s'attendait à ce que je reprenne ma place de paillasson familial. Ils allaient être servis. Le jour J. Le parc était le même, mais l'atmosphère était différente. Le ciel était gris, lourd, menaçant. Une métaphore climatique un peu facile, mais tellement appropriée. Ma famille était déjà là quand je suis arrivée. Ils avaient sorti le grand jeu. Ma mère avait apporté du vrai champagne, acheté à crédit, j'imagine. Olympe portait une nouvelle robe, probablement empruntée, et non rendue à une boutique. Il souriait. C'étaient des sourires de prédateurs qui voient la proie approcher du piège. Isée, s'est écriée ma mère en se levant pour m'embrasser. Elle sentait le parfum coûteux et l'hypocrisie. On est si content que tu sois là. Viens t'asseoir. On a gardé la place d'honneur. Je me suis assise. J'ai posé mon sac contenant les 3 boîtes cadeaux et l'enceinte Bluetooth. Gaspard m'a fait un signe de tête complice. Alors, la petite auditrice a retrouvé la raison, a-t-il lancé. J'ai ignoré Gaspard. J'ai regardé mon père. Il avait l'air confiant, presque arrogant. Il tapotait la poche de sa veste, où je devinais qu'il avait caché un stylo pour me faire signer les papiers du prêt. Alors, a demandé Olympe, impatiente. Tu as apporté la solution? Oui, ai-je dit. J'ai sorti les 3 boîtes. Les yeux d'Olympe ont brillé. Des cadeaux? Oh Isée, tu n'aurais pas dû. C'est quoi? Des sacs? Des bijoux? Ouvre, ai-je dit simplement. J'ai poussé la boîte rouge vers Olympe. La boîte bleue vers Gaspard. La boîte verte vers mon père. Ils ont déchiré le papier avec une avidité gênante. Olympe a soulevé le couvercle la première. Son sourire s'est figé instantanément. Elle a plongé la main à l'intérieur et en a sorti une liasse de papier agrafé et un badge Navigo. Qu'est-ce que c'est que cette merde, a-t-elle craché. Elle a lu la première page. Nettoyage express, contrat à durée déterminée, agent d'entretien sanitaire? Elle a levé les yeux vers moi, le visage tordu de rage. Tu te fous de ma gueule? Tu veux que je lave des chiottes? Gaspard a regardé son dossier. Manutentionnaire à Rungis? Ça commence à 2 heures du matin? Mais je suis un artiste, Isée. Je ne peux pas porter des caisses. J'ai le dos fragile. Mon père a fixé sa feuille en silence. Ses mains tremblaient. Agent de sécurité, chez Lidl, a-t-il murmuré. Moi? Baudouin de Valois? Tu veux que je surveille des voleurs de poules? Je me suis adossée à ma chaise, croisant les bras. Je me sentais incroyablement calme. Ce ne sont pas des blagues, ai-je dit. Ce sont des convocations. Vos entretiens sont demain matin.
Olympe à 8 heures, papa à 9 heures, Gaspard tu commences ton essai cette nuit. Jamais de la vie, a hurlé Olympe en jetant les papiers au sol. Je ne ferai jamais ça. Tu devais payer. Tu devais signer le prêt. Je ne signerai rien, ai-je répondu. Vous avez besoin d'argent. Ces emplois rapportent de l'argent. C'est la seule solution. La banque va saisir la maison dans 15 jours. Si vous commencez à travailler maintenant, vous pourrez peut-être louer un petit appartement décent. Sinon, c'est la rue. Ma mère s'est levée, tremblante de rage. Tu es un monstre, Isée. On t'a élevé, on t'a nourri, et tu nous humilies comme ça. Tu nous traites comme des chiens? On est ta famille. Une famille, ça s'entraide, a renchéri mon père, le visage rouge. Ça ne s'envoie pas nettoyer la merde des autres. Tu vas signer ce prêt, Isée. Tout de suite. Sinon tu ne fais plus partie de cette famille. Il s'est avancé vers moi, menaçant. C'était la première fois que je voyais mon père prêt à être violent physiquement. C'est là que j'ai sorti mon arme finale. Mon père était à 2 mètres de moi, le poing serré. Olympe pleurait des larmes de crocodile, hurlant que j'étais jalouse de sa beauté et de son succès. Gaspard regardait autour de lui, cherchant une sortie, réalisant que le robinet à fric était définitivement fermé. J'ai posé ma main sur l'enceinte Bluetooth posée sur la table. Avant que tu ne me frappes, papa, ai-je dit, ma voix coupant net leurs cris. Et avant que vous ne continuiez à jouer les victimes, je pense que tout le parc devrait entendre la vérité. J'ai appuyé sur « Lecture ». Le volume était au maximum. La voix de ma mère a explosé dans l'air calme du parc de Sceaux. No ngulm, no sn va tr 20 fi, teinté h kilon que gin. Elle est si bête, elle viendra payer les frais d'hôpital et signera le nouveau prêt en même temps. Tout le monde s'est figé. Mon père s'est arrêté net, comme frappé par la foudre. L'enregistrement a continué. La voix d'Olympe, claire, moqueuse, tu sais bien qu'elle a besoin de notre approbation. C'est un petit toutou. Dès qu'elle signe, on prend les 20 000 euros, pour réserver nos vacances aux Maldives. Puis le rire de mon père, bien sûr. C'est un petit toutou. Le silence qui a suivi la diffusion de l'enregistrement était différent de celui du premier pique-nique. Ce n'était pas un silence de choc. C'était un silence de honte. Une honte visqueuse, publique, indélébile. Les gens autour de nous, des familles, des couples, des groupes d'amis avaient cessé de parler. Ils regardaient tous notre table. J'ai vu une femme secouer la tête avec dégoût en regardant ma mère. J'ai vu un homme filmer la scène avec son téléphone. Ma mère est devenue blanche comme un linge. Elle a porté la main à sa gorge, cherchant de l'air. Mais cette fois, personne ne l'a cru. Olympe fixait l'enceinte avec horreur, comme si c'était une bombe à retardement qui venait d'exploser. Vous? Tu nous as enregistrés, a balbutié mon père. Sa voix n'était plus menaçante. Elle était brisée. Oui, ai-je dit. Le jour où maman a failli mourir. Le jour où vous complotiez pour voler mon avenir afin de vous payer des vacances pendant que je mangeais des sandwichs périmés. Je me suis levée. J'ai ramassé mon enceinte. J'ai laissé les dossiers d'embauche sur la table, éparpillés au milieu des restes de leur festin pathétique. Voilà votre choix, ai-je dit, assez fort pour que les témoins entendent. Les entretiens sont demain. Si vous n'y allez pas, je ne bougerai pas le petit doigt quand l'huissier viendra changer les serrures. J'ai déjà prévenu la banque que je ne suis garante de rien. Vous êtes seul. Isée, attends, a crié ma mère, essayant de m'attraper le bras. On ne pensait pas ça. On plaisantait. On t'aime. Je me suis dégagée brusquement. J'ai planté mon regard dans le sien. Non, maman. Vous aimez mon argent. Vous aimez le confort que je vous procure. Mais vous n'avez jamais aimé Isée. Et devine quoi? Isée ne vous aime plus non plus. J'ai regardé Olympe une dernière fois. Son maquillage coulait. Elle avait l'air vieille, soudainement. Bonne chance pour les toilettes, Olympe. Conseil d'amis, porte des gants. J'ai tourné les talons. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai entendu Olympe hurler, un cri de bête blessée,
un cri d'enfant gâté à qui on vient d'enlever son jouet préféré. Mais ce cri s'éloignait à chaque pas que je faisais. Je suis sortie du parc. J'ai respiré l'air pollué de Paris comme si c'était l'air le plus pur des Alpes. J'étais libre. J'étais seule, oui. Mais j'étais libre. La chute de la maison Valois, c'est comme ça qu'ils aimaient s'appeler, bien que nous n'ayons aucune particule, a été rapide et brutale. Sans mon filet de sécurité financier, la gravité a repris ses droits. Gaspard a été le premier à partir. 2 jours après le pique-nique, quand il a compris qu'Olympe n'aurait plus jamais accès à ma carte bleue, il a réalisé qu'il n'était plus sur la même longueur d'onde spirituelle. Il a fait ses valises et a disparu, laissant Olympe seule face à son propriétaire furieux. L'expulsion d'Olympe a suivi une semaine plus tard. Elle a dû quitter son appartement de princesse du 16e. Elle n'a pas pu emporter ses meubles design car elle les avait vendus à la hâte pour payer un hôtel, qui n'a duré que 3 nuits. Mes parents ont tenu 1 mois. La banque n'a pas plaisanté. La saisie immobilière a été actée. La maison de mon enfance, ce monument à leur ego, a été vendue aux enchères pour une fraction de sa valeur pour couvrir les dettes. Ils ont dû déménager. Fini le quartier chic. Ils ont trouvé, par miracle, et parce que les services sociaux s'en sont mêlés, un petit étroit dans une bar HLM de la banlieue nord. C'était bruyant, les murs étaient fins, et il n'y avait pas de place pour leur argenterie. Olympe a dû emménager avec eux. Imaginez la scène, 3 narcissiques blessés, entassés dans 50 mètres carrés, sans argent, sans public, et sans bouc émissaire. L'enfer sur terre. Je n'ai pas assisté à tout ça. Je l'ai appris par tante Armelle, qui a essayé de m'appeler pour me culpabiliser, mais qui a fini par me raconter les détails sordides car elle adore les potins, même quand ils concernent sa propre sœur. Olympe a dû vendre ses sacs Chanel sur Vinted, m'a-t-elle dit un jour. Elle a pleuré en mettant les colis à la poste. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas ressenti de joie sadique. Juste une confirmation que la justice existe, même si elle est tardive. Mais le plus surprenant, c'est ce qui est arrivé après le choc. Quand on touche le fond, on n'a que 2 choix, rester allongé et mourir, ou se relever. Olympe, la princesse, a eu faim. La vraie faim. Celle qui ne se résout pas avec une carte de crédit. Et contre toute attente, elle a fini par déterrer le dossier froissé que je lui avais donné. 3 mois après le pique-nique de l'apocalypse. C'était un mardi pluvieux. J'étais au bureau. Je venais d'obtenir une promotion. Je gérais maintenant ma propre équipe. Mon téléphone a vibré. Un message WhatsApp d'un numéro inconnu. La photo de profil était celle d'Olympe, mais elle était différente. Pas de filtre, pas de pose, bouche en cul de poule. Juste elle, les cheveux attachés en queue de cheval, l'air fatigué. J'ai hésité à ouvrir le message. Puis j'ai cliqué. C'était une photo. Olympe portait un gilet orange fluo. Elle tenait un balai. Elle était sur le quai d'une gare RER. Sous la photo, juste ces mots, j'ai raté l'entretien pour les toilettes. Mais ils m'ont prise au ramassage des déchets. J'ai mal au dos. J'ai les mains abîmées. Mais j'ai payé mes propres courses ce soir. Pâtes et sauce tomate. C'était bon. J'ai regardé la photo pendant longtemps. Je ne l'ai pas reconnue. Cette fille, avec ses cernes réelles et ses mains rouges, semblait plus humaine que la poupée Barbie que j'avais connue toute ma vie. Une semaine plus tard, un email de mon père. Sujet, mise à jour. Pas de « chérisé ». Juste le texte. J'ai trouvé un poste de gardien de nuit dans une usine. C'est calme. J'ai le temps de lire. Ta mère garde des enfants dans l'immeuble après l'école. On ne vit pas large. On a vendu la voiture. Mais on dort mieux. On ne t'attend pas pour Noël. On comprend. On comprend. 2 mots. 2 mots qui valaient plus que toutes les excuses larmoyantes du monde. Ils avaient compris que je n'étais pas une ressource. J'étais une personne. Et que cette personne était partie. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Je n'étais pas prête à les laisser revenir. La confiance est comme un miroir, une fois brisé, on peut recoller les morceaux, mais on verra toujours les fissures. Et je ne voulais pas me couper à nouveau. 6 mois ont passé.
Je suis actuellement assise sur une terrasse à Santorin, en Grèce. La mer est d'un bleu irréel. Le soleil chauffe ma peau. Je bois un vin blanc local, frais et délicieux. Et je le paie avec mon argent, pour mon plaisir. Je n'ai pas vu mes parents ni Olympe depuis le parc. Nous échangeons quelques messages brefs, factuels. Joyeux anniversaire. Merci. J'ai eu une augmentation. Bien. C'est froid. C'est distant. Ce n'est pas la famille chaleureuse des films de Noël. Mais c'est sain. C'est respectueux. Olympe travaille toujours à la gare. Elle a commencé une formation du soir pour devenir secrétaire médicale. Elle m'a dit qu'elle voulait un travail où elle aide les gens, pas où elle les impressionne. Elle vit dans un studio minuscule, mais elle le paie seule. Elle n'a pas de nouveau petit ami. Elle dit qu'elle apprend à se supporter elle-même avant d'imposer sa présence à quelqu'un d'autre. Mes parents vieillissent. Sans le botox et les vêtements de marque, ils font leur âge. Ils ont l'air plus fragiles, mais aussi plus authentiques. Mon père m'a envoyé une photo de lui en uniforme de gardien. Il ne souriait pas, mais il avait la tête haute. Il retrouvait une dignité dans l'effort qu'il avait perdu dans la mendicité. Quant à moi, j'ai appris que le mot « non » est une phrase complète. J'ai appris que couper les ponts n'est pas un acte de guerre, mais parfois un acte de survie. Et paradoxalement, c'était aussi un acte d'amour. En leur coupant les vivres, je les ai obligés à trouver leurs propres ressources. Je les ai obligés à devenir des adultes. J'ai été le méchant de leur histoire pour qu'ils puissent enfin devenir les héros de la leur. Je regarde l'horizon. Mon téléphone est posé sur la table. Il ne vibre pas de demande d'argent. Il ne sonne pas d'urgence fabriquée. Il est silencieux. Et ce silence n'est plus lourd. Il est léger comme l'écume de mer. J'ai perdu une famille parfaite sur Instagram. J'ai perdu l'illusion d'être aimé pour ce que je donnais. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, moi-même. Alors, à tous ceux qui m'écoutent et qui se sentent coincés, qui se sentent utilisés, qui ont peur de dire stop parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls, la solitude vaut mieux que la compagnie de parasites. Le vide vaut mieux que le faux semblant. J'ai levé mon verre ce jour-là, tremblante de peur. Aujourd'hui, je lève mon verre face à la mer, tremblante de joie. À la liberté. À la vérité. Et à ceux qui ont le courage de fermer le compte en banque de la culpabilité. Merci de m'avoir écouté. C'est la fin de mon histoire, mais c'est le début de ma vie. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez vécu quelque chose de similaire, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, partagez-la, et surtout, racontez-moi votre expérience dans les commentaires. On se sent moins seul quand on partage. Prenez soin de vous, et surtout, protégez votre paix.